Ok. Je pense qu'on peut démarrer. Elisa, bien, David, si c'est bon pour vous? C'est bon. Super. Alors, bonjour à tous. C'est un plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour notre session de décryptage du budget 2023 de l'Inde. Donc, les discussions aujourd'hui vont se concentrer sur les récents changements de politique et les propositions pour les taxes directes et indirectes, leurs impacts sur les entreprises. On va aborder les indicateurs économiques et également les opportunités qui découlent de ce budget pour les entreprises françaises. Avant de commencer, je souhaiterais juste vous donner un bref aperçu d'ASA. Donc, on est un cabinet indien d'expertise comptable et de conseil avec 1000 professionnels répartis dans 8 villes en Inde. Donc, on travaille avec nos clients qui sont majoritairement des filiales d'entreprises étrangères qui sont en Inde et on les aide à établir leur filiale en Inde, leur usine, à trouver des partenaires, à s'occuper de leur audit, fiscalité, comptabilité, GST, prix de transfert, restructuration, liquidation, etc. Juste avant de débuter cette session, quelques règles pour le webinaire. Donc, on demande à tous les participants de rester en mode écoute seulement pendant toute la durée. Et si jamais vous avez des questions ou des commentaires, il y a une section dédiée dans le chat pour les questions. Et mes collègues panélistes, moi-même et notre associé fiscaliste Sunil prendront le temps d'y répondre à la fin de la discussion. Enfin, j'aimerais en profiter pour vous présenter notre modératrice d'aujourd'hui, Elisa Ketty. Donc, Elisa est directrice des bureaux ELMA en Inde, en Chine et en Allemagne pour ELMA International au sein du groupe Sig Muller. ELMA propose des solutions de mobilité internationale dans le monde entier, ce qui signifie qu'elle assiste les sociétés pour le transfert de leurs employés dans le monde, pour les problématiques d'immigration, de relocation, rémunération des salariés, politique de mobilité internationale, etc. Et ayant étudié en France et en Allemagne et étant d'origine indienne, Elisa fait de ce background, je pourrais dire, une véritable force pour comprendre et mettre en avant les différences interculturelles dans les pratiques commerciales globales. Elisa est également conseillère du commerce extérieur de la France depuis 2012 et vice-présidente pour Bangalore. Et elle a aussi été vice-présidente de l'IFCI, donc l'Indo-French Chamber of Commerce, pendant 6 ans. Elisa, je t'en prie, la parole est à toi. Merci beaucoup Léa. Bonjour à tous qui êtes matinaux en France aussi. Alors vous me demandez pourquoi en fait un webinaire sur, peut-être pour ceux qui ne connaissent pas effectivement, pourquoi un webinaire sur le budget indien en fait. Pourquoi? Parce que je me souviens quand je suis arrivée effectivement en Inde il y a de ça une quinzaine d'années, je ne comprenais pas en fait pourquoi à chaque annonce du budget indien, il y avait toute une panoplie de webinars, de textes, etc. sur le budget indien. Et en fait, effectivement, je l'ai compris au fur et à mesure des années, c'est que ce budget indien, quand il est annoncé, en fait, il va donner les directives, les secteurs clés qui sont priorisés. Ils vont donner un certain nombre d'éléments sur ce qu'on appelle le ease of doing business. On va comprendre les mesures de soutien souvent bien ciblées. Et il faut quand même se rappeler que l'année prochaine, il y a des élections en Inde. On est aussi dans un contexte électoral assez important parce que sur un pays comme ça de plusieurs milliards comme ça, c'est assez important. Donc en fait, cette session sur le budget, ce n'est pas que des effets d'annonce. Ce ne sont pas forcément que un effet d'annonce pour dire voilà les recettes, voilà les dépenses, mais ça peut être aussi pris pour un vrai baromètre pour comprendre en fait là où va appuyer le gouvernement indien. Donc, pour vous, société qui voulez investir en Inde, ça a une priorité aussi importante parce que si vous êtes justement dans ces secteurs importants, bah, voilà, vous avez tout à y gagner. Donc, c'est important de comprendre ce budget tous les ans pour pouvoir comprendre effectivement quelles sont les aides, par exemple, que vous pouvez avoir si votre secteur fait partie d'un secteur qui fait priorité. Ça vous donne aussi une vision short terme, moyen terme et long terme aussi, voilà, à travers des outils qui sont les taxes directes, les taxes indirectes, l'ouverture d'écoles, etc., etc. Donc, c'est pour ça que c'est important de comprendre le budget. On n'est pas des spécialistes de ce qui va se passer en Inde, mais pour vous, sociétés qui veulent investir en Inde, c'est important de le comprendre pour comprendre ces priorités-là.
Et donc, le cabinet ASA, avec qui je suis partenaire depuis de nombreuses années, peuvent répondre à toutes vos questions. Ils sont spécialistes sur ça, ils ont analysé le budget. Et l'objectif de ce webinaire aujourd'hui, ça sera de vous donner, ça, Léa va le faire très rapidement, les points clés en fait de ce budget, mais aussi de vous faire comprendre quel est l'impact en fait pour vous, parce que c'est ça qui est intéressant. On ne vous demande pas de faire une analyse complète sur toute macro et micro sur l'Inde en elle-même, mais de comprendre quel est l'impact pour vous, sociétés qui investissez en Inde. Donc voilà un petit peu l'angle de vue qui a été pris pour ce webinaire. Un mot juste sur les relations France-Inde que nous voyons, surtout quand on compare avec d'autres pays. Les relations France-Inde sont quand même très, très bonnes. Au niveau économique, au niveau surtout politique, au niveau, je sais pas, culturel. On est en Inde quand même, les Français sont plutôt appréciés dans tout ce qu'on leur apporte. On n'est pas au même niveau de partenaires économiques que d'autres pays de Schengen ou d'Europe. Et justement, il faut profiter un petit peu de cette bonne vague, entre guillemets, de relations politiques qui marchent très bien pour pouvoir effectivement avoir plus de relations économiques. Aujourd'hui, il y a des secteurs comme l'aéronautique, la défense, le luxe, etc., qui vont très bien, qui marchent très, très bien en Inde. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est pas une surprise si on vous dit que l'Inde fait partie de ces pays où vous devez vous développer en tant que société, puisque le marché est tellement énorme et ça se développe et c'est un pays qui est en croissance, vous allez vite le comprendre. Donc voilà un petit peu sur l'objectif de cette session. On a effectivement trois panélistes aujourd'hui. Je vais commencer par David Carmoni, qui est le conseiller financier régional et adjoint au service économique de Delhi pour la zone Asie méridionale. Il relève de la direction générale du Trésor et David et son équipe ont pour mission d'informer l'État, les collectivités publiques et les entreprises sur l'ensemble des questions économiques et financières relatives à l'Inde. Donc, autant vous dire que c'est vraiment la bonne personne pour parler de ce budget à l'Inde, mais aussi aux autres 7 pays constitutifs de sa zone. Donc, aujourd'hui, David va vous partager un aperçu macroéconomique des principaux chapitres de ce budget fédéral qui a été présenté le 1er février 2023 par la ministre des Finances de l'Union indienne. Donc, David pourra vous présenter ça. Ensuite, vous avez Vivien Valmasso. Vivien est le directeur général de la filiale TAC Economics en Inde, qui est une société française de recherche et d'analyse en économie. Donc, encore une fois, un panéliste calibré sur ce sujet-là. Vivien est en Inde depuis 2006 et a été 2 ans notamment, il travaillait 2 ans pour l'ambassade de France à New Delhi aussi. Ses principales responsabilités sont l'analyse économique et financière sur les marchés émergents et la prévision des variables macroéconomiques. Donc, vous dire que j'appelle Vivien assez souvent pour pouvoir planifier les budgets pour ma société. Merci Vivien. En plus, Vivien est aussi CCE, c'est-à-dire conseiller du commerce extérieur pour la France depuis 2018. Il est vice-président du comité Inde pour Chennai où il habite. Et Vivien, tu aborderas lors de cette discussion la situation des investissements français en Inde, les composantes du risque et tu nous donneras tes impressions sur ce budget 2023. Et enfin, dernière panéliste que vous avez déjà entendu, qui est Léa Parmentier. Donc, Léa Parmentier représente le cabinet indien ASA, que vous connaissez maintenant, pour ceux qui ne connaissaient pas, et qui va du coup s'intéresser au développement des entreprises françaises en Inde. Avec Sunil Arora et Kim Kalasov, qui forment tous les trois le French Desk d'ASA. Donc, ils ont leur expérience, la compétence dans les activités transfrontalières et l'approche biculturelle, parce que vous pouvez voir qu'il y a plusieurs nationalités, leur permettent d'être au service des entreprises françaises, start-up, PME, ETI et grands groupes issus de secteurs variés. Donc, lors de cette session, Léa, tu aborderas les principaux changements de politique issus de ce budget, aussi bien en termes de fiscalité directe et indirecte, et bien sûr leur impact, les opportunités que cela crée pour les entreprises françaises. Donc voilà un petit peu la teneur de vos panélistes aujourd'hui. On va d'ailleurs tout de suite commencer par un point, Léa, pour toi, pour qu'on puisse bien aligner et donner les éléments clés à nos participants. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu penses de certaines réformes
est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu penses que certaines réformes vont aider les entreprises françaises qui veulent investir en Inde? Quel est le niveau de stabilité du budget d'un point de vue fiscal et quels ont été les changements? Donc, revenir sur ce budget un peu qui a été annoncé. Oui, pas de souci. Merci pour la question. Je vais prendre une dizaine de minutes pour couvrir tout ça parce que c'est un sujet qui est assez large. Je vais juste partager mon écran pour avoir un support là-dessus. J'espère que c'est visible. Euh, alors déjà, avant d'entrer dans le détail, je pense qu'il est important de mentionner, comme tu l'as rappelé, Elisa, que le budget, c'est un événement qui est très important en Inde, surtout celui-ci, parce que c'est le premier budget après les 75 ans de l'indépendance et le dernier budget avant les prochaines élections. Il faut aussi savoir, je pense que la veille du budget, il y a un rapport économique sur l'année écoulée qui est publié, donc le 31 janvier, et le lendemain, le 1er février, les orientations du gouvernement pour l'année à venir sont publiées. Donc, c'est le budget dont nous allons parler aujourd'hui. Et mes collègues David et Vivien aborderont les points de vue un peu plus macro et micro. Il faut savoir que dans un budget, il va y avoir seulement des projets de loi qui seront ensuite soumis à la ratification du Parlement. Donc, ces propositions, elles sont principalement en termes de taxes directes et indirectes, dont je parlerai juste après. Et donc, ces propositions pourraient passer comme loi, mais les décisions finales, elles seront connues dans environ un mois et demi. Voilà. Donc, en général, quand le budget est publié, il y a beaucoup de gens qui vont se poser la question, est-ce que c'est un bon budget ou est-ce que c'est un mauvais budget? Alors, déjà, on n'est pas vraiment en position pour juger un budget, même si je pense que dans celui de cette année, il y a plus de positifs que de négatifs. Mais l'important aujourd'hui, ça va être plutôt quel est le thème du budget, quel est le focus principal. Donc, avec l'Inde à la présidence du G20 pour un an, le gouvernement et notamment ce budget met vraiment l'accent sur l'accélération de la croissance et l'indépendance. Donc ça va passer par 3 objectifs principaux, à savoir dans un premier temps, créer des opportunités pour la jeunesse indienne, s'ensuit évidemment la croissance et la création d'emplois, et enfin le tout dans un environnement macroéconomique solide et stable. Et ces 3 objectifs, en fait, ils vont s'articuler autour de 7 axes clés qui sont l'infrastructure et l'investissement, l'exploitation du potentiel, la croissance verte, le secteur financier, le développement inclusif, la jeunesse et également la connectivité du dernier kilomètre. Donc, de ces 3 objectifs et de ces 7 axes clés vont découler, comme tu l'as dit, des opportunités dans plusieurs secteurs, au-delà des secteurs qu'on connaît pour les relations entre la France et l'Inde. Et donc ça va attirer, j'imagine, des investissements de la part, par exemple, d'entreprises françaises, autant de celles qui sont déjà en Inde et de celles qui n'y sont pas encore. Donc il y a évidemment des opportunités dans de nombreux secteurs, mais si je devais en sélectionner quelques-uns, ce seraient vraiment les 3 suivants. Donc l'infrastructure et la planification urbaine, l'agriculture et aussi la croissance verte et l'énergie. Donc c'est pas exhaustif et je pense que mes collègues panélistes partageront aussi leur opinion à ce sujet. Donc, pour ce qui est des infrastructures, il y a eu un gros investissement dans 100 projets d'infrastructures de transport pour la connectivité du premier et du dernier kilomètre. On a aussi un fonds de développement des infrastructures urbaines pour les villes de 2e et 3e rang et la création de 50 nouveaux aérodromes pour améliorer la desserte régionale. Donc, je reviendrai un petit peu plus tard sur cette partie infrastructure. Concernant l'agriculture, l'accent est vraiment mis sur l'élevage, les produits laitiers et la pêche. On a un fonds d'accélération agricole qui va être créé pour justement encourager la création de start-up agricoles. Et on a également vu une baisse des droits de douane sur plusieurs produits agricoles et autres sous-produits. Ensuite, pour ce qui est de la croissance verte et de l'énergie, donc évidemment la transition énergétique est de mise avec pour objectif des émissions nulles d'ici 2070, donc on a encore le temps. On va avoir aussi des systèmes de stockage d'énergie par batterie qui seront mis en place, un réseau d'énergie renouvelable qui sera élargi, et par exemple 500 usines waste to wealth qui vont être créées pour justement promouvoir le zéro déchet et le cycle industriel durable. On a aussi un petit programme Green Credit qui essaye d'encourager les entreprises vers des actions en faveur de l'environnement. On va désormais passer à ce qui effraie un grand nombre de personnes, je pense, faire des affaires en Inde. Donc déjà, il faut savoir que l'Inde est classée 63e depuis 2022 en fonction de l'indice de facilité à faire des affaires parmi 190 pays, alors qu'elle était classée 142e en 2014.
Donc, on est vraiment dans la bonne direction et c'est ce que le gouvernement essaye de faire en apportant certains changements fondamentaux à l'ensemble de l'écosystème réglementaire, en supprimant par exemple certaines obligations ou conformités qui sont plus vraiment pertinentes. Par exemple, cette année, il y a le projet d'un identifiant unique pour les entreprises avec le PAN. Donc ça, c'est une étape qui est vraiment bienvenue parce que on comprend que c'est assez pénible de dupliquer X documents pour diverses agences gouvernementales. Donc si ça, c'est vraiment mis en œuvre, ça va faciliter et réduire le temps de démarrage d'une entreprise en Inde. Aussi, on a un nouveau cadre pour le règlement du commerce international en roupies qui concerne la facturation, le taux de change et le paiement. Et un point très important, je dirais, dans ce budget, c'est qu'il y a vraiment une forte volonté de soutenir les PME à travers plusieurs mesures, dont fiscales qui seront présentées juste après. Tout d'abord, le gouvernement a proposé de restituer 95% des sommes saisies aux PME pour défaut d'exécution des contrats pendant la pandémie. Parce que, comme on l'a tous vu, le Covid a eu un effet dévastateur sur l'économie, en particulier sur les PME. Et je pense que ce genre de mesure est vraiment bienvenu. Ensuite, on a des fonds qui ont été injectés dans le système de garantie de crédit afin de réduire le coût de crédit pour les PME, à savoir 1% en moins. Et enfin, les petites entreprises, petites seulement, peuvent désormais bénéficier d'assouplissements concernant plusieurs rapports et formalités à deux conditions. Il faut que leur capital libéré se situe entre 20 et 40 millions de roupies et que le chiffre d'affaires se situe entre 200 et 400 millions de roupies. Alors, je vais désormais aborder le volet fiscal qui est très important pour le gouvernement, mais qui est également un outil puissant, comme on le sait, pour favoriser l'investissement et donc la croissance. Donc, il faut savoir que le budget prévoit plus de 100 propositions fiscales, mais je vais en présenter seulement quelques-unes aujourd'hui qui me semblent les plus importantes. Et donc, encore une fois, en termes de fiscalité directe, le gouvernement affiche vraiment son soutien aux PME qui ont beaucoup souffert durant la pandémie et notamment souffert de retard de paiement. Donc, il y a un premier projet de loi qui prévoit que si vous devez payer une micro ou une petite entreprise, pas moyenne, et si vous souhaitez que cet argent il soit fiscalement enregistré comme une dépense, il faut que le paiement il ait été fait dans les délais prescrits, à savoir 45 jours en cas d'accord préalable, par exemple avec votre fournisseur, même si l'accord prévoit un délai de paiement de 60 ou 90 jours. Et ça sera un délai de 15 jours s'il n'y a pas d'accord. Si le délai n'est pas respecté, les paiements, ils pourront tout simplement ne pas être enregistrés comme dépenses dans votre déclaration d'impôt. Mais par contre, la déduction sera autorisée tout de même l'année fiscale suivante. Autre changement important pour certains d'entre vous, si vous êtes dans des zones économiques spéciales et que vous souhaitez conserver évidemment les exonérations fiscales dont vous bénéficiez pour 10 ans, il y a désormais deux conditions supplémentaires. Donc la première, c'est que les recettes d'exportation doivent être perçues en Inde dans un délai de 6 mois suivant la fin de l'exercice. Et la deuxième, c'est de tout simplement soumettre sa déclaration fiscale dans les délais. D'autre part, on a aussi l'Angel Tax qui a été élargi aux investisseurs non résidents, enfin qui devrait être élargi aux investisseurs non résidents. Autrement dit, une prime d'émission supérieure à la juste valeur marchande des actions reçue d'investisseurs non résidents en Inde va désormais être imposable entre les mains de la société résidente bénéficiaire. Donc nous, en tant que cabinet, on représente beaucoup d'investisseurs, notamment non résidents, et on craint qu'une mesure comme celle-ci puisse décourager les investissements en Inde. Donc on pense que le gouvernement va peut-être reconsidérer cette proposition avant la ratification du Parlement. On a un changement aussi à souligner en matière de prix de transfert, parce que à ce jour, le délai pour soumettre la documentation prescrite localement en Inde, c'est de 30 jours, auquel il y a un délai supplémentaire de 30 jours qui peut être accordé, donc 60 jours au total. Et désormais, la première période de 30 jours a été réduite à 10 jours seulement, mais avec une extension de 30 jours maintenue, soit 40 jours au total. C'est important parce qu'en général, les entreprises fournissent ce document à la dernière minute. Et si cette disposition, elle rentre vraiment en vigueur, je pense qu'il faut vraiment que les entreprises aient cette documentation toujours prête, faite à temps, pour éviter les pénalités qui peuvent aller, je le rappelle, jusqu'à 2% du montant de la transaction. Enfin, si je devais mentionner un point important concernant l'impôt sur le revenu des particuliers, pour tous ceux d'entre vous qui cotisent en Inde, ça serait le passage au new regime au détriment du old regime. Et c'est une façon, je pense, très bien pensée du gouvernement pour pousser les gens justement à aller vers le nouveau régime fiscal.
Pour faire simple, si vous passez au nouveau régime, le plus tout nouveau, puisqu'il date de quelques années, les tranches de revenus, en fait, elles seront plus grandes et donc le taux d'imposition effectif va baisser. En plus, jusqu'à maintenant, le old regime, c'était le régime par défaut lors de votre déclaration d'impôt. Et le changement significatif cette année qu'on peut noter, c'est que désormais, le new regime va être le régime par défaut. Donc, si vous voulez opter pour le old regime, il faudra juste en faire la demande lorsque vous remplissez votre déclaration d'impôt. Voilà pour la partie fiscalité directe. Maintenant, si on finit avec la fiscalité indirecte, je vais parler de 4 projets de loi qui me semblent les plus importants, au-delà de tous les changements qu'il y a eu pour les droits de douane sur certains produits dont je ne vais pas parler. Alors, premier point, au niveau de la GST, donc la Goods and Services Tax, le changement le plus important, c'est un changement bienvenu, je dirais, et notamment, encore une fois, pour les micro, petites et moyennes entreprises, parce qu'il va s'agir d'un assouplissement de l'obligation au titre de la GST pour les entreprises qui ne sont pas tenues de s'enregistrer, soit en raison d'un seuil de chiffre d'affaires, ou parce qu'elles sont impliquées dans la fourniture de biens et services qui sont exemptés. Donc maintenant, c'est désormais possible, même si vous êtes concerné par une ou plusieurs transactions soumises à l'auto-liquidation, comme les services de transport, la représentation légale, etc., ce qui ne l'était pas auparavant. Donc, il n'y a plus besoin de passer par tout ce processus d'enregistrement et de mise en conformité. Autre point sur la GST au niveau des déclarations, notamment les déclarations mensuelles 3B, la déclaration GSTR1, la déclaration annuelle GSTR9 et encore d'autres déclarations diverses. Le délai de prescription est désormais de 3 ans, donc un peu plus de temps. Et on a aussi une proposition qui est plutôt étrange, c'est celle de refuser les crédits d'impôt pour les activités de RSE. Alors que d'un autre côté, on a une loi qui va m'obliger pour certaines entreprises à mener des activités de RSE, donc un petit peu étrange, mais voilà. Et un dernier point que je voudrais aborder sur le côté plutôt expat, c'est que la Cour suprême confirme désormais que les contrats de détachement de salariés sont conclus par des sociétés étrangères constituent un acte de prestation de services de main-d'œuvre qui doit désormais être taxé auprès de l'entreprise bénéficiaire en Inde à 18% sur les montants remboursés à l'entreprise étrangère pour le salaire des employés détachés. Voilà, donc je pense que nous avons fait le tour des annonces les plus importantes selon moi et surtout n'hésitez pas à poser des questions dans le chat si jamais vous en avez. Très bien, merci, merci Léa. Effectivement, il y a déjà 2-3 questions, enfin, il y a déjà des questions qu'on répondra soit par les panélistes, soit à la fin de session. Prochaine question pour toi, David. Est-ce que l'Inde est un marché important hein, pour les sociétés françaises, ça, je pense que c'est pas un débat, surtout que l'Inde est en pleine croissance aussi, et donc les entreprises françaises suivent cette croissance. Est-ce que tu peux nous donner un aperçu macroéconomique des principaux chapitres du budget, s'il te plaît? D'accord, merci. Bonjour à tous. Donc, le budget présenté par Madame Sitharaman est fondé sur une approche très conservatrice et ne présente aucun biais populiste, contrairement à ce que l'on pouvait craindre à l'approche des élections qui se situent en mai 2024. Il repose sur le diagnostic d'une très faible marge de manœuvre budgétaire et d'un ralentissement de la croissance indienne au cours des prochains mois, déjà marqué au cours des derniers mois. D'où la volonté de concilier la nécessité d'une consolidation budgétaire tout en assurant la promotion d'un programme d'investissement public d'ampleur exceptionnelle au regard des 10 derniers exercices. Mais, compte tenu effectivement de ces objectifs et du CAPEX massif lancé par le gouvernement fédéral indien, des tensions sont à prévoir sur les taux à long terme, compte tenu des émissions de bons du Trésor requises pour traiter les besoins de financement de l'État. En premier lieu, quelle marge de manœuvre? Elle est très faible au regard des évolutions budgétaires et de dette publique au cours des 3 derniers exercices. La dette publique consolidée, État fédéral plus État fédéré, dépasse les 85% du PIB. Le déficit des APU est proche de ou supérieur à 10% du PIB. En 2022-2023, c'est-à-dire l'exercice qui finira en mars 2023, le déficit de l'État fédéral s'inscrit à 6,4% du PIB, celui des États fédérés à 3,4% du PIB en moyenne.
Donc, s'agissant de la structure des dépenses et des recettes, cette faible marge de manœuvre transparaît au travers des dépenses contraintes. La charge d'intérêt est de l'ordre de 3,6% du PIB et elle absorbe 40% des recettes publiques. Les dépenses courantes de l'ordre de 12% du PIB sont également difficiles à réduire. Enfin, s'agissant des recettes, il n'est pas évident d'accroître les recettes fiscales brutes de l'ordre de 11% du PIB depuis 2021 à 2022, s'agissant de l'État central. D'où les engagements pris par la ministre des Finances l'an dernier de réduire le déficit budgétaire de l'État central pour retrouver des marges de manœuvre. Le déficit central a ainsi été ramené de 6,7 en 2021-22 à 6,4% en 2022-23 et devrait être ramené, selon les objectifs du gouvernement, à 5,9% en 2023-24. Il y a également un engagement qui avait été pris solennellement par le gouvernement Modi en 2017, qui visait à ramener le déficit, la dette consolidée de quelque 67% du PIB à 60% du PIB, conformément aux recommandations du Fiscal Responsibility and Budget Management Review Committee, c'est l'équivalent indien du Haut Conseil des finances publiques, en les répartissant de la manière suivante: 40% pour l'État fédéral, 20% pour les États fédérés. Et le FRBM Review Committee recommandait en outre de ramener le déficit consolidé à 6%, 3% pour l'État fédéral, 3% pour les États fédérés, d'ici 2025. En fait, aucune de ces deux recommandations ne sera réalisée à court terme, compte tenu du niveau actuel de la dette publique, plus de 85%, et du déficit central, 6,4% actuellement. En deuxième point, le budget est fondé sur la recherche d'un équilibre entre consolidation et promotion d'un plan d'investissement en infra massif. Les hypothèses de croissance nominale sont conservatrices. Elles s'établissent à 10% et demi sur 2023-24, réparties entre un taux de croissance de 6,5% et un déflateur de PIB de 4%. Elles sont réalistes et sont nettement inférieures aux 15,5% de croissance nominale de l'exercice 2023, qui a été très favorable aux recettes fiscales, grâce notamment à l'inflation. La dépense d'investissement en infra est portée à un niveau inégalé depuis 10 ans, puisqu'il est porté de 2,7% du PIB sur l'exercice 2022-23 à 3,3% du PIB en 2023-24, c'est-à-dire 10 000 milliards de roupies. Deux secteurs devraient en bénéficier: les chemins de fer, 1% du PIB, et les routes, 1% également. Une question néanmoins: quelle réalisation possible compte tenu du fait que le précédent budget est marqué par un faible taux d'exécution qui a impliqué une réduction de l'enveloppe ramenée de 3% du PIB à 2,7% du PIB. Une autre question qu'on peut se poser, c'est quelles créations d'emplois seront induites par ce plan d'investissement dans la mesure où il est décliné autour de secteurs à haute intensité en capital. La hausse du programme d'investissement est financée grâce à la réduction des dépenses courantes, ramenée de 13,5% en 2021-22 à 11,6% du PIB en 2023-24. Et cette hausse est également financée par la réallocation des recettes supplémentaires induites par la diminution des subventions qui avaient été versées l'an dernier, les subventions sur les engrais et au titre du programme alimentaire, qui cette année ont été réduites de l'ordre de 0,8 points de PIB sur l'exercice. Enfin, se pose quand même un problème de policy mix, puisqu'il va y avoir des tensions sur les taux à long terme, qui constituent l'un des gros problèmes du financement de ce déficit. Pour rappel, les émissions brutes de l'État central devraient s'élever à 15 400 milliards de roupies, contre 14 200 milliards en 2022-23. Or, par rapport à l'an dernier, on note un resserrement de la liquidité bancaire et une concurrence par rapport aux émissions des titres d'État, des titres corporate, qui vont donc entraîner des tensions sur les taux à long terme, qui, pour mémoire, ont fortement rebondi déjà depuis un an. Donc les banques ou les compagnies d'assurance vont devoir en outre absorber ce surcroît d'émissions, alors que dans le cas des banques, elles doivent déjà financer la croissance du crédit, ce qui veut dire donc qu'il va y avoir une concurrence pour elles entre l'allocation de crédit et ou les financements de titres. Le troisième problème, c'est quid de l'investissement privé, qui représente quand même les 3/4 de l'investissement total dans ce pays.
le CAPEX public ne représentant qu'un quart de l'investissement, en fait, on peut craindre un crowding out du fait effectivement de la hausse sur les taux à long terme, compte tenu en plus des effets de demande qui vont peser sur la FBCF privée. Voilà. Très bien, merci, merci David. Une question maintenant pour toi, Vivien, notamment sur les investissements des entreprises françaises en Inde. Est-ce que tu penses que les changements réglementaires qui sont proposés et qui ont été proposés aussi dans les années précédentes favorisent justement cet investissement des entreprises françaises en Inde? Merci Elisa, bonjour à tous. Il y a plusieurs éléments pour cette réponse si on regarde pour plusieurs années. Et, je vais partir du premier exemple le plus concret, c'est la réduction du taux d'imposition. Et ça, c'est un facteur déterminant pour les investissements étrangers en Inde. Le taux nominal avait été abaissé il y a quelques années et les taux effectifs d'impôt sur les sociétés maintenant est inférieur à 22% en moyenne. Parce que des entreprises bénéficient d'exonérations et d'exemptions sur certaines dépenses en fonction de leur taille et de leur secteur d'activité. Et donc, il entraîne que les bénéfices après impôt sont plus élevés. Les entreprises en Inde ont une capacité après à réinvestir ou à rémunérer mieux leurs facteurs de production. L'autre facteur d'amélioration au cours des années passées, c'est la hausse de l'investissement public. Donc, c'est peut-être en contrepartie aussi d'une moindre accélération de l'investissement privé, mais les besoins de financement pour les infrastructures en Inde sont considérables et les autorités gouvernement central fait des efforts très conséquents en faveur de l'investissement public, qui représente plus de 3% du PIB maintenant. Donc, ça a des effets positifs sur la création d'emplois directs et indirects. Ça aussi facilite les opérations pour les agents économiques, pour les ménages, pour les entreprises, d'avoir des infrastructures de meilleure qualité, une meilleure couverture géographique des infrastructures en Inde. Donc, l'accès au marché domestique est amélioré. Et après, si on regarde l'impact de ces dépenses d'investissement, il est plus important, grâce aux effets directs et indirects, que les dépenses de fonctionnement du gouvernement. Quand un gouvernement paye ses employés, ses fonctionnaires un roupie, le fonctionnaire va dépenser un roupie, donc l'effet il est de 1, alors qu'un investissement public va avoir un effet supérieur et donc favorise aussi la croissance économique à court terme et à long terme. Un autre facteur aussi qu'on a vu émerger depuis plusieurs années, c'est vraiment le soutien aux PME et aux startups, avec des mécanismes de crédit, de garantie qui sont renforcés d'année en année. Par exemple, dans ce budget, il y a un fonds public de garantie des crédits qui existait déjà, et donc il y a eu une nouvelle allocation d'1 milliard de dollars. Et donc, ce qui permet à des PME d'emprunter sans collatéral. Et donc, des PME qui soient indiennes ou d'origine étrangère peuvent bénéficier de ces garanties. Après, d'un point de vue plus macroéconomique et plus risque sur l'environnement des affaires, on est quand même dans un contexte où la consolidation budgétaire en cours permet pratiquement de garantir une stabilisation, voire une amélioration des ratios de dette publique rapportés au PIB. Tant que la croissance du PIB est supérieure à 6%, le taux de dette publique ne devrait pas augmenter. Et donc ça, c'est très rassurant pour les investisseurs étrangers. D'accord, très bien, effectivement, très intéressant. Merci Vivien. Une autre question pour David cette fois. Puisqu'en plus tu es à l'ambassade et que tu vois tout ça passer, c'est comment tu vois l'avenir des relations commerciales en fait entre la France et l'Inde? Alors, la France est déjà le 5e pays investisseur du G20 en Inde, avec un stock d'IDE qui est de 11 milliards d'euros, principalement dans les services, le ciment, l'aéronautique. Toutes les boîtes du CAC 40 sont présentes en Inde.
Elles ont notamment profité de la libéralisation du régime des IDE qui devrait s'intensifier avec la reconfiguration des chaînes de valeur. La relance du CAPEX Infra qui se poursuit cette année offre des opportunités intéressantes au transport ferroviaire, Alstom, au groupe ADP qui est associé avec GMR pour la rénovation des aéroports, notamment des aéroports de province. L'aviation offre également des perspectives intéressantes, non seulement l'aviation civile, avec Airbus qui a des contrats relativement alléchants et prometteurs appelés à être signés dans les prochains mois. Deuxièmement, l'aviation militaire avec Dassault, un nouveau contrat Rafale pour notamment militariser le nouveau porte-avions indien. Très bien. Effectivement, ce qu'il faut aussi comprendre, c'est qu'on parle effectivement de ces secteurs où les entreprises françaises sont présentes en Inde, de ces grosses boîtes. Et en fait, ce qu'il faut comprendre aussi derrière, et je fais partie d'ailleurs de ça, c'est que derrière se créent indirectement d'autres petits, parce que quand Airbus, Dassault, etc. sont là, bah derrière, il y a d'autres services qui sont requis et qui permettent du coup à d'autres partenaires français, PME et autres, de pouvoir s'implanter puisque ces grosses boîtes sont présentes. Donc, c'est ça aussi qui est important de voir comment l'impact se fait. Vivien, d'après toi, que penses-tu que les entreprises françaises doivent retenir en fait de ce budget et de cette politique gouvernementale? En bref. Le point le plus important pour moi, et comme David l'a dit, c'est vraiment le focus sur le financement des infrastructures, que ce soit dans les chemins de fer. Il n'a pas mentionné, mais c'est peut-être un des secteurs clés pour l'avenir, les énergies renouvelables. Et donc, il y a des fortes ressources publiques allouées pour renforcer, pour développer une chaîne de valeur, la production d'équipements, les réseaux de transmission. Donc, il y a un soutien marqué aussi en faveur de l'hydrogène vert. Donc, toutes les énergies renouvelables sont vraiment soutenues par les finances publiques. Et avec après, c'est cette combinaison d'éléments très favorables. Alors, le fait que c'est pas un budget populiste, alors qu'il y aurait pu avoir cet opportunisme du gouvernement. Et donc, cet effort de consolidation budgétaire, avec même une réduction de certaines dépenses d'aide directe aux ménages les plus défavorisés sur les programmes sociaux qui sont importants dans les zones rurales. Donc c'est vraiment un petit peu contre-intuitif, mais c'est vraiment un facteur encourageant pour les entreprises. Un autre point, comme l'a mentionné Léa, c'est l'utilisation du numéro fiscal PAN pour les entreprises comme identifiant unique. Et c'est ce que disait Léa, même pour payer les impôts, quand je fais une déclaration mensuelle, j'utilise un identifiant, et quand je fais les déclarations trimestrielles, j'utilise un autre identifiant. Donc, ça va simplifier forcément mes opérations en Inde, d'avoir un identifiant unique. Un autre point aussi, c'est si on crée une société aujourd'hui, il y a une extension de l'éligibilité pour bénéficier des exonérations fiscales en vigueur pour les startups. Et donc, pour des jeunes entrepreneurs qui voudraient créer leur société de domaine des nouvelles technologies, par exemple, ils peuvent bénéficier d'exonérations fiscales pendant plusieurs années. Et donc, s'ils prennent du temps à décider de leur entrée sur le marché indien, ils ont jusqu'au 1er avril 2024 dorénavant. Et enfin, l'abattement fiscal maximal a été relevé pour les ménages. Et donc ça va aussi ça va bénéficier à des millions de ménages en Inde et favoriser la consommation domestique. Toute cette accumulation, je pense, d'éléments favorables qu'il faut retenir et cette politique budgétaire. Très bien. Dernière question pour toi, Léa. Je pense que la réponse est déjà là, mais pour toi, sur quel secteur les entreprises françaises devraient se pencher en Inde pour les années à venir? Donc, je vais évidemment rebondir sur ce qu'a dit David et sur ce qu'a dit Vivien également. Donc, bien qu'il y ait tous les secteurs connus comme la défense, l'aérospatiale, l'aviation, etc., le secteur, je dirais que c'est vraiment les infrastructures pour les années à venir. Comme l'a dit David, il y a 3,3% du PIB qui a été alloué à toutes ces questions d'infrastructure pour l'année à venir. Donc, c'est vraiment très sensé. Il y a pas de meilleur moyen, on va dire, d'accélérer l'économie, de créer des emplois et du coup d'augmenter la consommation.
Donc, si je peux rentrer un petit peu plus dans le détail, il y a plusieurs mesures qui ont été annoncées dans ce budget au niveau des infrastructures. Donc, comme l'ont dit mes collègues panélistes, les chemins de fer ont bénéficié d'une injection de capital de 30 milliards de dollars. Donc, c'est l'allocation la plus importante que le secteur n'ait jamais connue. Il faut savoir qu'en Inde, il y a plus de 68 000 kilomètres de voies ferrées, mais l'Inde a besoin d'améliorer son infrastructure ferroviaire, donc ça représente une énorme opportunité pour les entreprises. On a également plus de 9 milliards qui vont être investis dans 100 projets critiques d'infrastructures de transport pour assurer la connectivité du dernier kilomètre, notamment pour les ports et dans les secteurs du charbon, de l'acier, des engrais et des céréales. Comme je l'ai mentionné précédemment, on a 50 nouveaux aérodromes qui vont être créés pour la desserte régionale, avec une variété assez intéressante entre aéroports, héliports, hydro-aérodromes et terrains d'atterrissage avancés. Et donc ça, en fait, ça aurait un effet domino sur les infrastructures, les transports, mais également sur d'autres secteurs, comme par exemple l'hôtellerie ou encore le tourisme. On a aussi plus d'1 milliard de dollars qui ont été alloués à un fonds de développement des infrastructures pour les villes de second et troisième plan, qui inclut également la vision de villes durables de plus en plus. Et on a près de 10 milliards au total qui vont être alloués dans le cadre du programme concernant les logements abordables pour les populations urbaines les plus pauvres. Et enfin, dernier point, on a le prêt sans intérêt sur 50 ans qui est accordé au gouvernement des États, qui a été prolongé d'une année supplémentaire avec une augmentation des dépenses de 16 milliards de dollars, donc ce qui va permettre vraiment d'encourager la création de nouvelles infrastructures. Et le point positif, je pense, dans tout ça, c'est que ces objectifs et ces annonces sont chiffrés, donc c'est facilement mesurable, et ça permettra d'assurer que l'Inde n'est pas en retard en fait sur toutes ces questions d'infrastructure. Ok, très bien. Donc juste en conclusion, hein, pour ceux qui nous écoutent, avant de commencer les questions-réponses. Pour ceux qui hésitent encore à venir en Inde ou qui se posent des questions sur le développement en fait de leur société ici, je pense que clairement l'Inde fait partie des pays dans le monde où la croissance sera importante. Comme vous l'a dit Vivien, plus de 6%. On est dans la création d'emplois avec un effet répercutant sur la consommation, etc., etc. Donc de toute façon, être en Inde, être présent en Inde, investir en Inde, quel que soit le temps que ça prend, reste toujours une option importante pour toute société qui veut se développer à l'international. On a parlé effectivement de l'investissement public qui augmente et qui va donc créer, enfin l'effort qui est fait par le gouvernement indien sur ce secteur en particulier et qui donc va permettre de créer plus d'emplois, plus de développement à ce niveau-là. On parle aussi beaucoup d'agriculture, de croissance verte, d'énergie. Il y a quand même beaucoup de secteurs qui sont impactés par ce budget et un budget qui est clairement dans la défense de la croissance, de la développement de la croissance en Inde qui va faire repartir pendant plusieurs années l'Inde dans les pays qui sont encore top performers sur ce développement de la croissance. Donc voilà un petit peu sur le budget. Je vois qu'il y a des questions que je vais donc poser à nos panélistes. La première question, je ne sais pas si David pourra y répondre, c'est de savoir quelle est la part du budget qui est accordée à la défense et aux acquisitions et à la volonté de développer le Make in India et de l'impact que cela peut avoir sur les prospects français. Alors, on va commencer peut-être sur la part du budget qui est accordée à la défense. Alors, je ne sais pas si David, tu peux répondre à cette question-là, ou Vivien d'ailleurs. Je n'ai pas le chiffre en tête. Hein. Oui. Allô, vous m'entendez? Attends, j'entends plus. Non, moi non plus, ouais. Il faudra le retrouver dans les documents budgétaires, mais c'est disponible. Je pense qu'on va vous envoyer le résumé en fait qui est prévu d'ailleurs tout à fait du livre budgétaire parce que je pense que c'est un chiffre précis. Comme ça, vous aurez l'information. Par rapport au Make in India, on a parlé tout à l'heure
Est-ce que vous avez des points particuliers à mentionner sur ce point-là, le Make in India? Sur ce sujet, il n'y a rien de précis d'identifié dans le budget de l'Union. D'accord. Après, Ce qui je veut pense que donc… Pardon. Oui, vas-y. Allez-y, David. Moi, Vas-y, je voulais vas-y. juste ajouter un petit point là-dessus. Il y a, par exemple, on voit des droits de douane qui ont augmenté encore, notamment sur les véhicules qui sont passés de 70 à 70%. Donc ça va être ce genre de réforme qui va pousser justement à produire plutôt en Inde que d'importer, parce que 70% de taux d'importation, enfin de droits de douane, c'est quelque chose qui est quand même assez élevé. Donc ça va être ce genre de mesure indirecte, on va dire, qui va pousser le Make in India. Très bien. J'avais une autre question sur l'éolien, me semble. Il faut juste que je retrouve la question. Et je ne vois plus. Elle est dans le chat, pas dans la partie. Ah oui, pardon, c'est ça, je me disais bien. Alors, avez-vous des chiffres sur les perspectives d'investissement dans l'éolien? Bonne question. Je sais que sur les énergies vertes, on parle beaucoup de solaire, on parle beaucoup d'hydrocarbures, enfin d'hydrogène, d'hydrogène vert, etc. C'est vrai que l'éolien, c'est une bonne question. Si quelqu'un a la réponse, je ne sais pas entre David et Vivien, mais moi, je ne l'ai pas non plus. J'ai accès à un tableau sur les allocations au ministère des nouvelles énergies et des énergies renouvelables. Et donc, effectivement, les différents paramètres sont surtout sur les investissements publics dans le solaire, dans l'hydrogène, dans les bioénergies et l'énergie hydroélectrique. Donc, c'est vrai que l'éolien n'est pas financé dans le cadre du budget. Donc, c'est plus des opérateurs privés, des investissements privés qui ont lieu dans l'éolien. Et donc, sur les perspectives et les besoins, je pense qu'il existe des informations assez transparentes sur les perspectives, enfin, sur les besoins et sur les perspectives des opérateurs privés, mais ce n'est pas dans le cadre du budget. Donc, il faudrait investiguer un petit peu pour partager ces perspectives. L'information existe. Ce qui veut dire que c'est forcément une opportunité pour toute personne, toute entreprise qui veut se lancer dedans. Sinon budgété, sinon financé, c'est que c'est pas encore assez développé ou connu et que donc il y a encore tout à faire. Enfin, on va rester positif. Très bien, je ne sais pas s'il y a d'autres questions que je n'aurais pas vues. Je ne pense pas. On ne voit pas non plus. Donc, okay. Bon. Et ben, du coup, on va finir cette session s'il n'y a plus d'autres questions. Donc, encore une fois, merci à David et Vivien pour nous avoir fait profiter de vos opinions. Merci à toi, Elisa, également, pour avoir modéré la session et à tous les participants pour avoir été un bon auditoire et ces quelques questions pour partager. On va partager un lien pour cet enregistrement demain par mail qui sera accompagné de la synthèse du budget et de la version digitale du guide Faire du business en Inde à toute fin utile que vous pouvez aussi retrouver dans le chat pour les télécharger dès maintenant. Et si jamais vous avez des questions plus précises sur certains points du budget, sur certains secteurs, des commentaires ou autres, n'hésitez surtout pas à nous les envoyer par mail à l'adresse suivante lea.parmentier@asa.in. Donc sur ce, je voudrais encore une fois remercier chacun d'entre vous et je vous souhaite une excellente journée. Au revoir. Merci Léa, Merci, au revoir. au revoir. Merci David, merci bien. Au revoir. Bonne journée, au revoir.